Aujourd'hui, le bleu et le rouge sont perçus comme des couleurs rivales, comme si l'un était le contraire de l'autre. De la même façon que le noir est vu comme l'inverse du blanc, le bleu est perçu comme l'inverse du rouge. Bien que le rouge et le bleu partagent le statut de couleur primaire, l'origine de cette opposition ne repose pas sur des critères scientifiques. Entre le rouge et le bleu, la confrontation est une affaire politique qui remonte aux origines des sociétés. Et à ce propos, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur l'Europe. J'adorerais parler des Égyptiens et de leur adoration pour le bleu, ou encore des Perses ou des Indiens, chez qui le rose est une couleur favorite depuis des millénaires, mais ça ne nous aiderait pas à comprendre d'où vient cette opposition du rouge et du bleu. Cette dichotomie est propre à la culture occidentale et prend sa source dès la préhistoire. Nous allons parler d'époques lointaines, où la gamme de couleurs est bien plus réduite qu'aujourd'hui et peut se compter sur les doigts de la main. Si certaines couleurs semblent inexistantes dans l'art d'une époque, c'est bien souvent pour des questions pratiques qu'un peuple va ensuite justifier en associant des symboles aux couleurs. Cette importance de la société sur la couleur, et vice-versa, est tellement importante qu'après avoir vu cette vidéo, vous devriez être en mesure de pouvoir dater certains tableaux basés sur leur couleur principale. C'est une introduction un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai envie de vous faire comprendre combien l'histoire des couleurs dépasse notre champ de vision, et combien une seule couleur peut être chargée d'un pan de l'histoire. J'ai envie de vous faire découvrir leur côté non visible, en quelque sorte. Wow! Aujourd'hui, on peut obtenir n'importe quelle couleur très facilement, donc il peut être difficile de se rendre compte qu'à des époques données, l'approvisionnement d'une couleur pouvait avoir une influence considérable sur l'économie et même la construction d'une société entière. Dans cette vidéo, on va voir comment la difficulté à s'approvisionner en une matière fait naître une économie et une concurrence, et avec elle, comment la couleur peut être amie ou ennemie. Nous sommes presque prêts à lancer la machine à remonter le temps, mais avant ça, il faut que je précise une toute petite chose. Quand je parlerai dans la vidéo de bleu, cela inclura tout type de bleu, et de la même façon pour les rouges, cela concernera tous les rouges, du plus clair au plus foncé, et par extension ça inclut aussi le rose, qui a longtemps été perçu comme un rouge dilué. Le rose en tant que couleur à part entière n'apparaît qu'à la fin du Moyen-Âge avec la découverte du bois de braise qui donnera son nom au Brésil. Pour la première fois, une matière naturelle colore en rose sans avoir à diluer du rouge pour obtenir cette couleur. En revanche, le bleu est une couleur plus récente. Alors pas récente et récente, mais sur l'échelle de l'humanité, on utilise d'abord le rouge et le noir à partir du néolithique, auquel le blanc va rapidement s'ajouter. Ces trois couleurs sont à la base des sociétés anciennes, car elles sont les plus faciles à obtenir avec des roches et du charbon. J'en parlais déjà un peu en introduction, mais retenez bien que les sociétés vont définir leurs couleurs préférées en fonction de la facilité à se les procurer. Si une couleur est partout dans le quotidien, alors elle est adoptée par la société, et c'est le cas du rouge. La preuve la plus flagrante de cette obsession du rouge se voit dès moins 3000 dans les vêtements. Ils sont déjà teintés en rouge, qui reste la couleur dominante durant plusieurs millénaires, et sur tous les continents. Pas besoin de partir dans de grandes théories pour expliquer ce choix, il est assez pragmatique. Les teintures naturelles les plus faciles à se procurer produisent du rouge, elles résistent également mieux au soleil et au nettoyage. Ces multiples avantages expliquent facilement la persistance du rouge dans les premières sociétés. L'utilisation de cette couleur prédominait avant de devenir le symbole de la guerre, du feu, de la vie et tant d'autres. Les symboles vont naître du fait que le rouge a déjà envahi la société et qu'elle le maîtrise. C'est une couleur amie et aimée. C'est ainsi qu'à Rome, on pratique à grande échelle la teinture à la garance, une plante. On utilise aussi le kermès, un insecte, et certains coquillages, les murex, pour donner la fameuse couleur pourpre très importante dans les sociétés grecques et romaines. La nature sous toutes ses formes, minérale, végétale et animale, dicte le choix du rouge comme une évidence. Il faut donc imaginer un monde qui est coloré avec beaucoup de rouge, de toutes déclinaisons, des roses les plus pâles aux pourpres les plus intenses, et on les appelle tous rouges. Mais dans ce monde coloré qu'est l'Antiquité, le mot couleur n'a pas du tout la même signification qu'aujourd'hui. Quand on parlait d'une couleur, c'était plutôt pour traduire un ressenti ou une émotion. On utilisait donc tout le vocabulaire autour de ce ressenti, pas toujours très clair d'ailleurs,
et la traduction de cette émotion pouvait être traduite par des concepts ou des métaphores, tous en lien avec, a priori, ce qu'on appellerait aujourd'hui couleur. Par exemple, le mot glauque, qui veut dire à la fois océan, yeux clairs, eau trouble, c'est donc à la fois une couleur entre le jaune-vert et le gris-bleu, mais c'est aussi un adjectif. Ce qui compte le plus finalement, c'est l'impression, le ressenti, voire même la valeur morale. Le concept de couleur est donc assez complexe à décrire, mais pour faire simple, disons que les Grecs et les Romains vont privilégier d'abord une description de la brillance, l'éclat, la matité, avant de s'attacher à une notion se rapprochant de la couleur. Dans l'Antiquité, quand on oppose le rouge et le blanc, c'est en tant que couleur et non couleur. Le blanc, c'est l'absence de couleur, c'est l'immatérialité. C'est à la fois le contraire du noir, qui est le sombre et l'intensité, et le contraire du rouge, qui est le vif et la densité. À tel point que le mot rouge désigne la couleur en général. Rouge, ça veut dire que quelque chose est très coloré, très vif. Et en latin d'ailleurs, les mots coloré et rouge sont synonymes. Si on devait transposer ça aujourd'hui, ça donnerait un truc du genre aujourd'hui, je suis habillée en rouge. Mais c'est pas vraiment le cas. Évidemment, les autres couleurs existent dans la nature et elles sont utilisées dans l'art et la vie de tous les jours. Mais elles n'ont souvent pas de nom et elles sont de moindre importance sur le plan symbolique et social. D'ailleurs, pour beaucoup d'artistes et d'auteurs anciens, on considère que le ciel est blanc puisqu'il est immatériel. Donc même s'il est bleu, il est blanc. Et là où ça se corse et où il faut complètement oublier notre logique du 21e siècle, c'est que dans l'Antiquité, on peut tout à fait dire que le ciel est rouge ou doré. Mais par pitié, il ne faut pas dire qu'il est bleu. C'est bizarre de pas pouvoir nommer la couleur du ciel alors qu'on le voit tout le temps, non? En fait, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, dans les textes en latin, le mot bleu n'existe pas. Pour désigner le bleu, il y a plein de termes qui veulent dire tout et son contraire, même au cœur d'un seul texte. Le mot le plus proche serait ceruleus, qui désigne des choses connues pour être bleues, mais aussi des choses vertes, noires, et même la couleur de la cire, qu'elle soit jaune, brune ou blanche. Aujourd'hui, on parle de bleu céruléen pour parler d'une nuance de bleu, mais dans les textes latins, ceruleus peut donc désigner des choses différentes, bleu et non bleu, qui ont sans doute un rapport lié à la matière, à la qualité ou à la valeur, mais qui nous échappe complètement aujourd'hui. D'ailleurs, les mots cire et céruléen ont la même origine. Cette absence du bleu dans les textes est tellement hallucinante que certains érudits du 19e siècle sont allés jusqu'à théoriser que les Grecs et les Latins étaient aveugles au bleu. Mais oui, c'est clair! C'est faux, évidemment. Ce manque de précision est surtout le reflet du manque d'intérêt des auteurs romains pour cette couleur. Ils y étaient indifférents, voire même hostiles. Pourquoi ? Eh bien si tout autour de la Méditerranée, la couleur phare c'est le rouge, chez les Celtes et les Germains, on teint tout en bleu. Tout s'explique puisque, comme vous le savez, entre les Romains, les Celtes, les Germains, les barbares, eh bien ce n'est pas franchement l'omelette de l'amitié. Ils doivent partager l'omelette de l'amitié. Ah tiens, ça c'est une belle coutume. Bonne mine. Des œufs. Si les Grecs et les Romains cultivent intensément la garance qui teint en rouge, les Celtes et les Germains utilisent allègrement la guède, une plante qui teint en bleu. Le nom des Pictes vient d'ailleurs de picti, qui signifie homme peint en latin. Dans l'Antiquité grecque et romaine, avoir les yeux bleus est une disgrâce physique. Chez la femme, c'est un signe certain de son manque de vertu, et chez l'homme, cela le rend efféminé et non civilisé. Par exemple, les personnages ridicules des comédies antiques sont souvent très grands, roux, aux yeux bleus. On le déteste tellement à Rome qu'en plus d'être dévalorisant et excentrique, le bleu est aussi associé à la mort et aux enfers, et donc aux vêtements de deuil. Retenez ça, c'est important pour la suite. Les auteurs antiques sont d'accord sur ce point. Une couleur que personne ne regarde est une couleur qui n'existe pas. On ignore tellement consciencieusement le bleu que par exemple, le violet n'est pas décrit comme un mélange de rouge et de bleu, mais comme un demi-noir. Évidemment, on sait qu'on peut obtenir des couleurs par mélange, mais on ne le fera pas pour ne pas utiliser le bleu. On a même tendance à se méfier des mélanges de couleurs, ce qui explique peut-être pourquoi le rose a longtemps été considéré comme un rouge pâle plutôt qu'un mélange de blanc et de rouge.
C'est l'arrivée de modes nouvelles, orientales ou barbares, qui va progressivement diversifier la palette antique. D'abord sous Néron, puis chez les premiers Flaviens, ce sont les matrones romaines qui vont lancer la mode. Elles s'affranchissent progressivement de leurs vêtements traditionnels blanc, rouge et jaune pour porter dès la fin du 1er siècle du bleu, du violet, du vert et se vêtir comme les Celtes et les Germains. C'est dans ce monde occidental, pourtant dominé par l'Empire romain, que le bleu des barbares va petit à petit se faire une place. Malgré tout, le rejet profond du bleu va laisser des traces dans la conscience collective. À tel point qu'aujourd'hui, si la langue française est tirée principalement d'une étymologie latine, les mots qui désignent le bleu ne sont surtout pas tirés du latin. En effet, bleu vient du germanique, alors qu'azur vient de l'arabe et du persan. D'ailleurs, bien qu'il soit de plus en plus présent dans la vie quotidienne, le bleu est surtout porté par les paysans et les personnes de basse condition, souvent issus eux-mêmes d'un héritage barbare, et ce jusqu'au Moyen-Âge. Pour les nobles et les gens de pouvoir, le rouge maintient sa cote, ce qui est assez logique tant cette couleur a été associée à une idée de puissance et d'autorité chez les Romains. Il synthétise à lui seul des siècles de domination économique et politique grâce à la pourpre de Tyr, la fameuse teinture rouge valant le prix de l'or. Mais au XIIe siècle, les premiers grands traités de la couleur apparaissent. L'objectif est surtout de codifier la couleur pour les rites liturgiques de l'Église. Les codes de couleurs, qui définissaient les peuples, vont être bouleversés, marquant alors un changement sans précédent dans l'histoire de la couleur. Mais ces traités religieux ne parlent pas du bleu, et n'en parleront jamais. C'est comme s'il n'existait pas. Pourtant, en parallèle de ces écrits, un nouveau culte va transformer pour toujours la présence du bleu dans nos cultures occidentales. C'est le culte à la Vierge. Marie, mère du Christ, également surnommée Reine du Ciel, va commencer à porter un manteau bleu. Rappelons que dans l'Antiquité, le bleu fait partie des couleurs de deuil, tant qu'il est sombre, avec le violet, le noir ou le vert foncé par exemple. Or, dans la religion catholique, Marie conçoit un fils, Jésus, qui est condamné à mourir. Le bleu va devenir l'attribut de la Vierge dans toutes les représentations, et à l'image de ce nouveau culte, le bleu va être de plus en plus présent. Le bleu va se répandre sur tous les vitraux et de là à la peinture et aux étoffes dans les églises. Puisqu'on voue un culte à la Vierge, on commence à vouer un culte au bleu. Le manteau de la Vierge passe de manteau de deuil de couleur sombre au bleu clair, symbole de lumière. Alors qu'avant, on pouvait représenter le ciel d'à peu près n'importe quelle couleur, pourvu qu'on évite le bleu, donc il pouvait être rose, vert, violet, bleu, rouge, doré, même gris ou noir. À présent, le nouveau code couleur, le code couleur même unique du ciel, c'est le bleu. Face à la forte demande d'objets bleus liés au culte, on se démène pour fabriquer des bleus divers. Il existe bientôt une grande variété de bleus différents, fabriqués à partir de minéraux, alors qu'auparavant les barbares obtenaient des bleus assez ternes avec la gaide végétale. C'est d'ailleurs à cette période qu'est développé le fameux bleu de Chartres, grâce au pigment de cobalt, qui habillera tous les vitraux de la cathédrale de Saint-Denis avant d'illuminer celle de Chartres. L'abbé Suger, qui a coordonné la création de la cathédrale de Saint-Denis, était absolument omnibulé par cette nouvelle théologie de la lumière, à tel point qu'apparemment la moitié du budget de la cathédrale serait passé dans des vitraux bleus. Vers le XIIIe siècle, des personnages illustres commencent à porter du bleu en hommage à la Vierge, ce qui aurait été impensable quelques décennies plus tôt. Pourtant, il y a en France une tradition des saintes patronnes protectrices des familles, comme Sainte Barbe, Sainte Radegonde, Sainte Geneviève à Paris, ou même Jeanne d'Arc. La Vierge Marie va devenir la mère de toutes les saintes patronnes, la grande protectrice de la France, et donc on comprend très facilement pourquoi le roi Saint-Louis, le premier, va s'associer à la couleur bleue de la Vierge, réclamant en quelque sorte sa protection, c'est la protection ultime, et devenant le digne fils, le fils légitime de l'Église et de la France, et unissant par là le bleu pour toujours à la royauté française. Le bleu glisse du culte marial à la représentation royale et s'associe définitivement à l'héraldique. C'est donc tout naturellement que le bleu va aussi se greffer aux écus de maisons vassales ou liées aux Capétiens. On parle d'ailleurs des couleurs d'une maison qui, au-delà des blasons, sont restées emblématiques d'un pays aujourd'hui.
Par contre, on imagine souvent le Moyen-Âge avec des couleurs bien définies pour chaque armée, mais ça tient plus de l'image d'Épinal du 19e siècle. En réalité, l'affirmation des couleurs dans l'uniforme va se faire très lentement, avec l'affirmation progressive d'État-nation, pour la simple et bonne raison que la couleur la plus vive sur le champ de bataille et la plus facile à produire dans à peu près toute l'Europe, ça reste le rouge de Garance. Petite anecdote, un phénomène amusant vient illustrer et confirmer cette nouvelle importance du bleu dans la société, alors que dans la littérature médiévale, plus spécifiquement le roman de chevalerie, un nouveau chevalier fait son apparition. En effet, dans ce genre, il est fréquent que des chevaliers anonymes soient nommés par leur couleur. D'habitude, un chevalier vert annonce un jeune homme fougueux et imprévisible, les chevaliers noirs des chevaliers sans merci, les blancs des chevaliers âgés et sages, et à présent, un chevalier bleu annonce un bon présage. Il a un caractère noble et héroïque et représente des valeurs de courage et d'amour. Vers 1200, une émulation à double sens va se produire. Alors que la teinture à la guède n'avait jamais été très satisfaisante, sans doute parce qu'on ne s'était pas trop acharné à vouloir l'améliorer car elle n'était pas à la mode, la nouvelle passion pour le bleu va précipiter les progrès techniques en matière de teinture bleue. On peut dès lors mieux la fixer sur le tissu et elle devient plus intense et lumineuse que les bleus-gris ternes et délavés qu'on obtenait jusqu'alors. Dès 1230, la guède fait l'objet d'une culture quasi industrielle pour satisfaire les drapiers et teinturiers. Même si la guède pousse partout et facilement, il en faut des quantités astronomiques pour teinter quelques centimètres de tissu et elle coûte cher. C'est un travail long, nauséabond et salissant, mais elle est très appréciée et les Français exportent dans toute l'Europe et même vers Byzance et l'islam. Elle va tellement gagner en valeur qu'elle va faire naître de violents conflits entre marchands de Garance rouge et marchands de guède bleue. Pourquoi ? On peut pas être teinturier des deux couleurs, depuis quand? Bon ok, c'est un peu absurde, mais ça peut s'expliquer par au moins deux raisons. La première, c'est une forme de superstition liée au mélange des couleurs. En effet, c'est une sorte de chimie primitive et mystérieuse, et on se méfie de manière générale de ce phénomène anormal qui consiste à mélanger deux choses parfaitement naturelles pour en obtenir une troisième, et on n'hésite pas à raccrocher ça même à une forme de magie, voire de sorcellerie. La deuxième raison est bien plus terre à terre. Au Moyen-Âge, les classes d'artisans fonctionnent par corporation, elles-mêmes très fortement régulées afin de contrôler l'économie. Les teinturiers ont des licences strictes et parmi leurs règles, il y a des jours attitrés afin d'utiliser l'eau des rivières nécessaire à la teinture. On a de très nombreuses archives de procès qui montrent que les guéguerres entre teinturiers étaient extrêmement fréquentes, puisque des Jean-Michel teinture bleue ne respectaient pas leurs horaires autorisés, ou en tout cas les dépassaient, souillant alors l'eau des rivières qui stagnait avec les couleurs, empêchant alors des Jean-Michel teinture bleue de faire leur lot de teinture sur leurs jours autorisés, mettant en retard tout le monde, et à cela s'ajoute bien sûr le mépris et l'indignation du reste du voisinage et des autres corporations qui ont aussi besoin d'eau propre, et qui voient donc d'un très mauvais œil les teinturiers, à la fois car ce sont des mélangeurs de couleurs, mais également parce qu'ils passent leur temps à se mettre sur la gueule. En Thuringe allemande, les teinturiers de rouge vont jusqu'à demander à des maîtres verriers de représenter des diables en bleu sur les vitraux des églises pour discréditer cette nouvelle mode qui est en train de détruire le monopole du rouge. Une heure que vous jacassez, ce serait déjà fait. Franchement, une potion pour faire pisser bleu, ça pressait à la minute là. Non, mais nous on n'est pas fixés. On propose ça, ce qui compte que ce soit un peu marrant quoi. Malgré tout, la machine est en marche et le bleu prend le dessus, ce qui va progressivement mener à la faillite des teinturiers de rouge. Plus tard, la même chose va se produire chez les teinturiers de bleu quand la culture de la guède sera à son tour ruinée par l'arrivée en Europe de l'indigo. Provenant des Antilles et du Nouveau Monde, cette plante colorante est bien plus performante et plus intense que la guède, même en petite quantité. Cette concurrence du rouge et du bleu n'a rien d'anecdotique, puisqu'elle a influencé tout un pan de nos sociétés occidentales, laissant encore sa marque indélébile dans notre culture aujourd'hui. Entre le XIe et le XIIIe siècle, c'est l'éclatement du très ancien système ternaire noir, blanc, rouge, et à ce nouvel ordre social et économique doit correspondre un nouvel ordre de couleurs. Un nouveau code qui va se caractériser par l'intégration
à la trichromie traditionnelle de nouvelles couleurs et de nouvelles combinaisons de couleurs. On passe donc des 3 couleurs de base à 6 couleurs de base qui n'ont pas changé aujourd'hui. Aux 3 premières, noir, rouge et blanc, vont s'ajouter le bleu, le jaune et le vert. Avec la montée en puissance des dynasties médiévales, les couleurs prennent également une signification plus tranchée. Le rouge est ainsi associé à l'Angleterre, alors que le bleu est associé à sa rivale, la France. Pour toutes ces raisons, le bleu devient le contraire du rouge, une opposition qui perdure aujourd'hui. Pourtant, à la fin du Moyen-Âge, un événement aurait pu mettre le holà à cette guerre du bleu et du rouge, la réforme protestante de Martin Luther. L'idée globale derrière le protestantisme est de freiner les excès et de revenir à une forme de modestie et de simplicité considérée comme plus pieuse. Dans cette optique, les vêtements aux couleurs éclatantes ne sont plus de très bon ton. Les protestants vont encourager les vêtements noirs. Cela permet également de réorienter l'économie et de freiner l'importation de produits de luxe lointains. Le XVIe siècle est le grand siècle du noir. On y voit la couleur la plus digne, la plus honnête, la plus vertueuse, la plus chrétienne. Et on y assimile le bleu sombre, couleur du ciel et de la tempérance. Le rouge est de plus en plus rejeté. Il est vu comme une couleur liée à la richesse, aux excès et aux fastes rituels inutiles, souvenir de la papauté catholique. Il n'est pas le bienvenu chez les protestants. Même si toute l'Europe ne se convertit pas au protestantisme, son empreinte est très forte dans la société post-Renaissance, à tel point que le noir va être adopté par des pays où la réforme ne s'implantera jamais, comme l'Espagne ou l'Autriche, où les couleurs sombres dont le bleu ont une importance considérable. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas pauvreté, sire. De manière générale, les couleurs trop vives, les contrastes trop forts, la polychromie, les tenues bariolées ou rayées sont prohibées. Les couleurs vives vont parfois servir à distinguer et isoler les catégories sociales et professionnelles dont on se méfie. Mais les codes sont très différents selon les régions et même selon les quartiers d'une même ville, ce qui laisse supposer qu'ils n'étaient pas strictement respectés. Par exemple, on dit souvent que la couleur rouge est celle des bourreaux et des prostituées, mais il existe de nombreux contre-exemples d'une année à l'autre ou même selon les quartiers d'une ville. Par exemple, à Londres à la fin du XIVe siècle, les prostituées portent des vêtements rayés de plusieurs couleurs, alors qu'en Italie, selon les villes, elles portent soit une écharpe jaune, soit un manteau blanc ou une écharpe verte. Il est impossible de généraliser, même s'il est vrai que pour Calvin et Luther, la couleur rouge évoque un épisode de l'Apocalypse où Saint Jean décrit une vision. Il voit la débauche de la ville de Babylone, elle est symbolisée par une prostituée assise sur une grande bête écarlate. Elle symbolise l'antéchrist, le péché. Une assimilation que la Réforme fera volontiers avec la Rome papale, habillée de rouge par héritage de la tradition romaine. Un seul fait est bien établi, le bleu n'est jamais infamant ou discriminatoire. C'est peut-être expliqué par son absence totale des rites liturgiques de l'Église. La Réforme le verrait alors comme quelque chose de neutre, le tolérant alors, puisqu'il n'est pas à déconstruire dans ce qui ne fonctionne pas dans l'Église catholique. En peinture, le rouge qui a été omniprésent durant des siècles se fait plus rare à cause de sa nouvelle connotation de couleur pécheresse. Il serait logique d'imaginer que le bleu soit alors courant dans les tableaux, mais ce n'est pas aussi simple. En effet, le pigment bleu reste lui très coûteux, qu'il soit extrait du lapis ou de l'indigo, et certains peintres rechignent même à utiliser une couleur de teinturier, une profession encore très mal vue puisque c'est un métier de mélangeur. D'ailleurs, on ne mélange toujours pas le bleu et le jaune chez les peintres pour obtenir du vert, à la fois car cela est suspect, mais également car les bleus sont trop coûteux pour être mélangés. Si le bleu est apprécié en peinture, il est difficile de l'utiliser et on ne l'utilise que par petites touches. Vermeer, qui était catholique, en est le parfait exemple. Les tableaux de cette époque restent donc marqués par des couleurs souvent sombres ou ternes. À la fin du XVIIe siècle, Isaac Newton découvre que la lumière blanche est en réalité une somme des autres couleurs et que le noir est lui lié à l'absorption de la lumière et donc à l'absence de couleur. La publication de ces travaux déclassera pour la première fois les blancs, gris et noirs qui ne sont alors plus considérés comme des couleurs. Apprécié des catholiques comme des protestants, le bleu devient de son côté une des couleurs préférées en Europe. C'est l'amélioration technique de l'indigo au XVIIIe siècle qui va l'installer pour de bon, puis le développement du bleu de Prusse,
un bleu de synthèse permettant d'obtenir des bleus intenses plus facilement. Face à toutes ces innovations technologiques, vers 1740, les bleus clairs deviennent à la mode. Le vocabulaire se développe soudain avec au moins 24 termes courants pour désigner des bleus de teinturier. Parallèlement au XVIIIe siècle, on commence également à apprécier de nouvelles couleurs, les nuances, qui sont les sommes et variations d'autres couleurs, comme les violets, les roses, les turquoises. Ils seront portés comme des étendards à la cour afin de signaler son érudition sur ces nouvelles questions scientifiques et philosophiques qui passionnent le siècle des Lumières. En 1774, Goethe publie son célèbre roman Les souffrances du jeune Werther. Son héros est habillé de bleu. En Europe, le succès du roman va se traduire par une véritable Werthermania qui lance la mode de l'habit bleu à la Werther. Jusqu'en 1780, de nombreux jeunes gens portent cet habit bleu, et il existe même son pendant féminin, sa Charlotte, qui est habillée dans une robe blanche avec des rubans bleus et roses. On pourrait d'ailleurs y voir l'origine des connotations de genre chez les enfants, c'est-à-dire rose pour les filles, bleu pour les garçons. J'en ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir après celle-ci, si vous ne l'avez pas déjà vue. Cela s'inscrit parfaitement dans la pensée littéraire et la philosophie romantique de son temps. Le romantisme, courant artistique majeur du XIXe siècle, va être omnibulé par la notion de la place de l'homme dans la nature et va adorer les paysages verts et bleus. L'importance politique et symbolique des couleurs explose avec les révolutions, le déclin des royautés et la généralisation des uniformes militaires au cours des XVIIIe et XIXe siècles, rendus possibles par l'industrialisation des couleurs synthétiques. Les blasons complexes laissent leur place à des drapeaux colorés et à des codes couleurs uniformisés et instantanément identifiables. Le bleu devient symbole de la France, réunissant en une couleur l'héritage royal, la religion et les idéaux révolutionnaires. On le retrouve jusqu'à aujourd'hui sur les uniformes militaires, sportifs, et il devient le symbole du pays unifié. On trouve aussi le bleu sur l'uniforme américain, les fameuses tuniques bleues, et plus tard sur d'innombrables drapeaux et insignes où il devient un symbole d'universalité et de paix. Le développement de teintures synthétiques bleu marine va remplacer le noir chez les paysans et dans les classes ouvrières, avec plus de neutralité puisqu'il évoque moins le deuil. C'est ainsi qu'on voit se développer le jean et le fameux bleu de travail. Le bleu porte des siècles d'histoire. Il est une déclinaison du noir social de la réforme protestante. Il donne son nom au blues qui dépeint la mélancolie de la nature humaine volée et qui collait déjà à la peau du héros tragico-romantique de Goethe. Il ne choque pas, ne blesse pas, ne révolte pas. Quand on révèle que c'est notre couleur préférée, cela ne révèle rien. C'est courant, banal. Rappelant les idéaux de Luther quelques siècles plus tôt, il sécurise et rassemble. Pour le rouge, c'est tout l'inverse. À partir du 19e siècle, il devient, paradoxalement, à la fois un symbole impérial et un symbole révolutionnaire. Le rouge est la couleur des uniformes anglais qu'on trouve aux quatre coins de la planète et qui bâtissent un des plus grands empires de l'histoire. Ce sont les fameux Redcoats, reconnus de Londres à Bombay, en passant par l'Afrique et les Caraïbes. Le rouge redevient comme à Rome une couleur d'autorité et de puissance impériale. Mais en France, avec la Révolution française, le rouge va devenir la couleur des socialistes, puis des communistes, et incarner une symbolique des extrêmes. Le rouge est resté aujourd'hui à la fois impératif et contestataire. On le retrouve à la fois sur les uniformes représentant l'autorité, mais aussi sur les banderoles des manifestants ou dans la signalétique routière. Clivant puisqu'il intègre des notions contraires de danger et de sûreté, le seul point commun du rouge impérial ou contestataire est celui de remplir des rôles idéologiques, là où le bleu est une couleur de ralliement et de rassemblement. Au XXe siècle, l'explosion de l'industrie n'accordera pas de temps pour s'intéresser aux couleurs. On en fait une utilisation économe dans les chaînes de production. On peut presque parler de chromophobie puisque toutes les premières productions industrielles seront noires, blanches, grises et bleues. Comme un symbole de la morale sociale liée aux valeurs du travail, l'inventeur de la chaîne de montage en usine, Henry Ford, refusa longtemps de vendre des voitures autres que noires. Il perpétue ainsi les grandes idées protestantes de la bienséance sociale à travers la normalisation, apparue 4 siècles plus tôt.
Si le bleu et le rouge ont acquis pendant ces 100 dernières années de nombreuses connotations qu'il serait interminable d'énumérer, ils ont tous les deux eu leur moment de gloire dans l'histoire pour être aujourd'hui remplacés par la norme neutre de la non-couleur, que ce soit en architecture, dans l'industrie, dans la mode ou dans les produits du quotidien. Pourtant, quand un message de comparaison ou d'opposition doit passer, on sait tous quelles couleurs marqueront le plus grand fossé. Je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Je suis également contente d'une vidéo à l'autre de vous retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à mettre le pouce, enfin la diatribe type du youtubeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est important pour moi, ça me permet de sortir doucement de l'algorithme YouTube et c'est super congratulant, comment on dit, c'est super gratifiant par rapport au travail que je mène sur ces vidéos. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en faire plus d'une par mois, j'aimerais beaucoup le faire, mais je travaille à côté. Et surtout, j'ai très envie de lancer un format d'interview, de rencontre, d'aller dans des ateliers que l'on ne voit pas habituellement, que vous ne verrez sans doute même pas sur Arte. L'idée c'est de donner la parole à des artisans qui ont juste tellement à dire et à montrer. J'en ai déjà une liste longue comme le bras, mais malheureusement je n'ai pas l'équipement pour les filmer ou les enregistrer. Je pense que vous êtes d'accord que c'est pas un super service à leur rendre que de les filmer avec mon téléphone qui est là où vous êtes actuellement en train de me regarder, c'est mon téléphone qui filme, qui plante toutes les 10 minutes, donc c'est un petit peu compliqué au montage, c'est aussi pour ça que ma voix saute parfois, il manque des mots. Voilà, donc si jamais ce nouveau format vous intéresse, c'est le moment de la quête, de la réclamation de l'obol. J'ai un Tipeee et n'hésitez pas à mettre 1 €. Une pizza divisée en 12 mois, ça fait jamais qu'1 € par mois. Si vous avez la possibilité, une fois, ce format arrivera bien plus tôt que prévu.